Ладно, я не буду, это долгий разговор. Здесь на самом деле так, меня это не касается. Просто ты пока вот такой вот маленький, начинающий пока, да, вот и все. Да, да, понимаю. Мгм. Я так подозреваю, что вообще полностью все понимаешь, да? Вот я понял, наоборот, да, наоборот. Да. Все уже давно это знают, все, да, я понял. Ну да. Только как жить? Надо жить, и только как тогда, да, понимаю. Fort pour que la caisse de l'instrument supporte cette contrainte. Cet instrument, en fait, a une étendue de 6 octaves et demi, mais surtout, il possède le début des renforts métalliques. Au niveau de l'aigu, on retrouve 3 renforts métalliques qui sont positionnés sur le sommier et sur ce que l'on appelle une girafe, un cordier métallique, qui ne fait que la moitié de l'instrument. Sous l'instrument se trouvent d'autres renforts métalliques qui permettent de supporter la contrainte des cordes et des basses. L'instrument porte aussi un élément hérité des instruments anciens, des pianofortés anciens, la fausse table d'harmonie. Cet élément qui recouvre les cordes, en fait, n'élimine pas de la puissance, mais en fait arrondit le son, homogénéise le son. La modération des mouvements n'avait pas seulement des raisons techniques. Depuis la Renaissance, les élites européennes suivaient des règles de conduite que l'on désignait sous le terme de civilité. Dans un salon ou dans une salle de concert, les instrumentistes prenaient eux aussi une posture largement inspirée des conventions imposées par la bienséance. En 1716, le claveciniste François Couperin avait expliqué aux débutants comment il fallait se tenir au clavier. On doit tourner un tant soit peu des conventions imposées. Les instrumentistes prenaient eux aussi une posture largement inspirée des conventions imposées par la bienséance. En 1716, le claveciniste François Couperin avait expliqué aux débutants comment il fallait se tenir au clavier. On doit tourner un tant soit peu le corps sur la droite étant au clavecin. Ne point avoir les genoux trop serrés et tenir ses pieds vis-à-vis l'un de l'autre, mais surtout le pied droit bien en dehors. À l'égard des grimaces du visage, on peut s'en corriger soi-même en mettant un miroir sur le pupitre de l'épinette ou du clavecin. Il est mieux et plus séant de ne point marquer la mesure de la tête, du corps ni des pieds. Il faut avoir un air aisé à son clavecin, sans fixer trop la vue sur quelque objet, ni la voir trop vague. Enfin, regarder la compagnie, s'il s'en trouve, comme si on n'était point occupé d'ailleurs. Deux siècles après Couperin, jouer d'un clavier consistait toujours à converser en musique avec ses semblables. Marguerite Long, née en 1874, avait fréquenté les salons parisiens les plus en vue dès les années 1900. Jusqu'à la fin de sa vie, elle en a gardé des réflexes indélébiles. Ainsi, sa bonne éducation lui interdisait les gestes inutiles. Et voilà, je suis arrivée au conservatoire, c'est-à-dire que je suis partie au conservatoire de Paris sur le conseil de Théodore Dubois, qui était, vous savez, comme les conservatoires de province, tous les ans une inspection, donc l'inspecteur
t'inquiète pas. Et là, il avait dit à ma sœur, il faut envoyer cette petite à Paris, elle est vraiment très extraordinairement douée. Je vous répète ça sans vanité, parce que je ne connaissais pas la vanité. Mais c'est vrai. Et alors, Je vois que c'est un sentiment je ne savais pas pourquoi je m'arrête. Oui. Parce que je regarde mes mains, je dis que j'ai complètement oublié que j'étais à la télévision. Et alors? Alors je croyais que c'était simplement une chose, alors je fais des gestes inélégants. En 1884, César Franck avait publié un vaste triptyque pour piano. Prélude, chorale et fugue. Au centre de l'œuvre s'élevait un chant dont l'accompagnement poussait le pianiste à balancer d'un bout à l'autre du clavier. Bien des années après, Saint-Saëns exprimait dans une lettre sa détestation de ce passage. Quant à tous ces accords, où il faut constamment lancer sa main gauche par-dessus sa droite, ils sont d'une exécution terriblement incommode et qui excluent toute élégance d'attitude. Je plains leurs exécutants, dont je ne voudrais pas être. La posture correcte était celle que Saint-Saëns lui-même avait adoptée tout au long de sa longue carrière. Un port de tête impeccable, un buste parfaitement vertical, une économie de déplacement des bras poussée jusqu'à l'épure. Bref, un maintien aristocratique. La pédagogie du piano fut longtemps basée sur des exercices à main posée, ce que Marguerite Long appelait une éducation statique des 5 doigts. Les exercices pour les 5 doigts étaient pratiqués aussi bien par les enfants que par les artistes confirmés. Debussy se moque de cette gymnastique au début de son premier livre d'études. C'est pourtant de cette virtuosité digitale dont Saint-Saëns tire parti dans une étude intitulée « Pour l'indépendance des doigts ». Le principe de la pièce est d'une simplicité enfantine, mais son exécution est d'une redoutable difficulté. La main posée sur le clavier, le pianiste répète des accords. Au sein de chacun d'eux, il isole une note qu'il joue plus fort et qui crée une longue mélodie. Видишь, какая? Le pianiste est immobile, seuls les doigts mènent le jeu.
1966, Jeanne-Marie Darré, une brillante élève de Marguerite Long, interprète une étude de Chopin. L'agilité de ses doigts rappelle celle de Saint-Saëns. Chez Jeanne-Marie Darré, comme chez tant de pianistes de sa génération, la main forme un pont et les doigts articulent tels des petits marteaux, comme Marguerite Long aimait à le dire. Le jeu par les doigts seuls valait aussi pour un autre instrument à clavier pratiqué par beaucoup de pianistes et par Saint-Saëns en particulier, l'orgue. Saint-Saëns a été organiste pendant à peu près toute son existence, d'abord en tant qu'organiste d'église, à l'église Saint-Méry, puis à l'église de la Madeleine. Il a abandonné ce poste, mais a continué à donner de nombreux concerts. Il a composé aussi pour l'orgue jusqu'à la fin de sa vie. Il avait une approche technique de l'orgue assez particulière. Il n'appartient pas du tout à la grande école dite de Lehmann, celle qui était enseignée au conservatoire. D'abord, il appartient à une génération un petit peu plus jeune que Charles-Marie Widor ou Alexandre Guillemant. Et donc il avait une manière bien à lui d'aborder l'instrument qui a pu, en tous les cas au début de sa carrière de manière certaine, après de manière plus douteuse, en tous les cas, intégrer des modes de jeu qui comprennent notamment le jeu détaché, le jeu perlé. Dans les variations sur le Dies Irae, qui est une pièce non datée mais sans doute des années 1850, une des variations va utiliser un procédé pianistique qui est l'alternance des deux mains avec un jeu détaché. L'astuce de cette formule, c'est que eh bien, les deux mains sont détachées, mais en syncope, de telle sorte que eh bien, on a un peu les avantages des deux modes de jeu. On a à la fois l'articulation très nette du jeu détaché, et puis en même temps un effet qu'on peut dire legato, puisqu'à chaque fois les mains se superposent. Понимаешь, я тоже так думаю, понимаешь? Ну ладно, ладно. Là où l'utilisation du jeu perlé est sans doute la plus frappante et la mieux documentée, c'est sur la musique ancienne. Ça n'a pas de quoi nous étonner aujourd'hui, ça l'est plus pour l'époque, puisque le grand promoteur de la musique ancienne à cette époque est Alexandre Guillemant, qui lui suit la stricte doxa de Lehmann, et encore plus dans la musique ancienne. Plus c'est ancien, plus c'est lié, selon cette idée reçue que Bach aurait inventé le legato et que toute musique doit jouer comme on joue la musique de Bach. Saint-Saëns, lui, ne pense pas du tout cela. Il estime au contraire que la musique ancienne est liée à un mode de jeu beaucoup plus articulé, même, dit-il, Mozart et Beethoven au piano. Et donc les pièces en style ancien, on n'a pas de renseignements sur ces interprétations de musique ancienne, mais on a des pièces dans le style ancien qui sont avec des intentions très claires, qui utilisent le mezzo staccato, comme dans ce choral sur O Salutaris Ostia, extrait de sa messe opus 4, donc une œuvre vraiment de jeunesse. C'est une des rares indications explicites, on peut dire, de ce jeu mezzo staccato, donc perlé. Comment faire revivre au piano cette technique disparue? Revenons à la valse mignonne que Saint-Saëns avait jouée devant la caméra de Sacha Guitry en 1915. 3 enregistrements réalisés par Saint-Saëns lui-même complètent le film. Nous avons superposé le son de l'un de ces disques aux images.
résultat a servi de fil conducteur à un projet de recherche qui a tenté de faire revivre aujourd'hui une manière oubliée de jouer du piano. Pendant plusieurs mois, à Paris, Genève et Montréal, 3 groupes de musiciens ont tenté de remettre leurs pas dans ceux des pianistes qui avaient illustré la technique du jeu perlé. En décembre 2012, professeurs et élèves se sont retrouvés à l'abbaye de Royaumont pour confronter leurs expériences autour d'un piano Pleyel et d'un Steinway. Je trouve qu'au niveau de la mise en valeur de la mélodie dans la partie centrale, dans l'aigu, là, ré, mi, ré, sur le Steinway, c'est beaucoup plus facile dès quand on a l'habitude de suivre ça. Sur le Steinway, ça sonne vraiment énormément, et là-dessus, c'est très très faible. Quand on commence à monter dans l'aigu, l'accompagnement prend tout de suite beaucoup de place. Il faut vraiment faire attention en fait. Surtout dans ta-ta-tam, 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 la partie centrale. Plus avancé. Là, ça sonne vraiment pas assez, quoi. On entend trop l'accompagnement. Les notes répétées sur celui-là, elles sont hyper. Très très incisives, ouais. Beaucoup plus que sur. Et après, au niveau du son sur le Steinway aussi, moi, j'avais l'impression que ça gonflait vite. Enfin, je sais pas par réflexe, j'ai mis tout le temps presque la pédale douce. Parce que. Je sais pas, j'avais l'impression de jouer beaucoup et tout. Alors, ça, c'est moi ou c'est le Steinway, je sais pas. Alors, sur le Pleyel, enfin, c'est vraiment. C'est plus fin. Ouais, c'est plus fin. Je pense que la direction on dirait qu'il s'arrête. Ah oui, d'accord. Peut-être c'est le signe de crescendo qui fait Oui, faire ça. Mais c'est pas ça. Ici, c'est pour ça, la pédale, c'est un bon outil pour pour varier. Ici, tu as une reprise avec modulation en plus. Ça sera un bon endroit pour mettre la pédale, je crois. Oui. C'est pour ça qu'au début, c'était un peu excessif, je pense. Oui, d'accord. Вот, выживание понял ты меня. Je pense qu'il faut quand même relativiser l'enregistrement. Oui, c'est vrai que... C'est quel piano, quelle qualité, dans quelles conditions. On ne peut pas prendre le son brut comme ça. Hein, il faut même un tout petit peu mettre des pas au moment même. Maintenant qu'il y a une base d'articulation, c'est clair.
Mais on est bien d'accord, je ne dis pas ça pour dire que non, mais il faut prendre avec les choses avec quand même du recul, parce qu'on avait enregistré dans les mêmes conditions, comment ça sonnerait, ils ont mis où les micros? Est-ce qu'ils les ont mis tout près et qu'on entend presque le coup des marteaux? Même si je suis tout à fait d'accord, on l'entend et on le voit, il y a un côté percussif. Marguerite, comme beaucoup de profs qui ont fait la théorie, elle a écrit la méthode, etc. Donc à force d'avoir rationalisé son affaire, quand elle forme des élèves, comme Doyen qui est le chouchou, j'ai parlé avec Odette Carfenlob qui était avec ses élèves aussi, qui elle a très bien vécu son passage dans la classe de Marguerite, qui était odieuse avec les filles et très aimable avec les garçons, pour résumer. Hein. Et donc Doyen était le chouchou, et donc peut-être qu'aussi dans la manière de recevoir ce final d'écouter aujourd'hui, il faut tenir compte du fait de la personnalité de Doyen qui était en quelque sorte une petite Marguerite Long fabriquée par elle à son image. Et du coup, il a peut-être un côté un peu caricatural dans ce qu'on reconnaît bien le jeu de Marguerite Long là, mais avec une espèce de surenchère pour faire encore mieux qu'elle en quelque sorte, et du coup il en rajoute sans doute beaucoup plus que ce qu'elle aurait fait elle-même. Parce que peut-être lui-même conscient de ça dans la partie centrale. Peut-être qu'il y a une façon de peut-être forcer un peu les effets. On a écouté Saint François hier et c'est que même si il n'y a rien à voir musicalement, mais il y a quand même un côté de l'articulation et de l'énonciation du texte comme ça, au élève de Marguerite Long, et même si c'est beaucoup plus fou comme jeu, c'est quand même, il y a vraiment un côté vraiment déclamé dans le texte. Enfin, vous avez le concerto de Ravel et c'est vrai que c'est assez... ça paraît, c'est même assez bizarre d'écouter ça, quoi. Mais c'est vrai que il y a un côté vraiment, vous savez, la déclamation avant, même pas avant la musique, mais avant forcément l'harmonie, c'est un truc sympa. C'était les mêmes années à peu près, je crois qu'il a enregistré le concerto de Ravel en 59, Il n'y a pas compris le nom de Saint François. Ouais. Alors, l'autre chose qu'on est venu, qui a peut-être été la spécificité de notre travail, c'est cet appareil, le guide-main, qui est une des... alors, c'est pas l'invention de Kalkbrenner, hein, c'est l'invention de M. Logier, que Kalkbrenner a gentiment piraté, en disant que c'était lui qui l'avait inventé, mais il faut regarder si je la mets là. Alors, comme vous voyez, c'est un prototype encore. Moi-même, par mon parcours et mon travail sur les instruments anciens, ça m'avait de plus en plus attiré, ce guide-main, parce que je réalisais à quel point il était important sur les claviers légers, les tout premiers pianofortés, de pouvoir maîtriser la ligne horizontale du bras, de pouvoir faire des traits virtuoses, rapides, mais surtout très légers dans l'aigu. Et dans l'aigu du piano, dès qu'on a le moindre mouvement du bras, ça donne trop d'énergie. Et donc, un accent ou un trou, enfin, on a l'impression d'avoir un embûche sur le trajet. Et donc, une fois qu'on a eu le guide-main, eh bien, ça a été assez évident que ça amène assez rapidement à de grands progrès, parce que ça fait prendre conscience physiquement de cette ligne du clavier. Dans le guide-main que nous avons aujourd'hui, il n'y a encore un prototype de travail, parce que, curieusement, on a fait des recherches, on a utilisé le dessin que Kalkbrenner a déposé pour avoir le brevet au fond de son guide-main. On a bien sûr les dessins qu'il a mis dans sa méthode, mais là il avait bien soigneusement supprimé une vis de réglage, comme si c'était pour éviter qu'on puisse le avait inventé, mais il faut regarder si je la mets là. Alors, comme vous voyez, c'est un prototype encore. Moi-même, par mon parcours et mon travail sur les instruments anciens, ça m'avait de plus en plus attiré, ce guide-main, parce que je réalisais à quel point il était important sur les claviers légers, des tout premiers pianofortés, de pouvoir maîtriser la ligne horizontale du bras, de pouvoir faire des traits virtuoses, rapides, mais surtout très légers dans l'aigu. Et dans l'aigu du piano, dès
on a le moindre mouvement du bras, ça donne trop d'énergie, et donc un accent ou un trou, ou enfin, on a l'impression d'avoir un embûche sur le trajet. Et donc, une fois qu'on a eu le guide-main, eh bien, ça a été assez évident que ça amène assez rapidement à de grands progrès, parce que ça fait prendre conscience physiquement de cette ligne du clavier. Alors, le guide-main que nous avons aujourd'hui n'est encore un prototype de travail, parce que, curieusement, on a fait des recherches, on a utilisé le dessin qu'Kalkbrenner a déposé pour avoir le brevet, au fond, de son guide-main. On a bien sûr les dessins qu'il a mis dans sa méthode, mais là, il avait bien soigneusement supprimé une vis de réglage, comme si c'était pour éviter qu'on puisse le copier. Et malgré tout, ce dessin qu'il a déposé pour avoir le brevet n'est pas un dessin technique. Et à la grande curiosité, étonnement, même de Christopher Clark, qui a réalisé ce guide-main, on a déjà dû le modifier une fois parce que la barre se trouvait située trop haut par rapport au clavier. C'était la question. Et finalement, dans une réédition, on a trouvé d'ailleurs à Genève, de cette méthode, parce qu'elle a été rééditée à maintes reprises, il y a une petite phrase qui précise qu'elle doit se trouver, la barre doit se trouver au niveau des touches blanches, ce qui est logique. Mais c'était vraiment étonnant parce qu'on pensait être très fidèle en copiant le dessin technique, qui n'en était au fond pas un, mais un dessin pour expliquer l'idée, montrer qu'il y avait deux vis de réglage, une pour l'attache de l'appareil sur l'instrument et l'autre qui permet de régler la hauteur parce qu'on est tous avec une morphologie un peu différente. Donc l'idée, on a appliqué ça dans le travail, c'est de donner un guide à la barre. Alors comme on l'a évoqué tout à l'heure, est-ce que la barre, elle doit servir de support ou est-ce qu'elle est là juste comme guide? On ne fait que de frôler la barre pour sentir la ligne. En tout cas, c'est comme ça que je leur ai suggéré d'utiliser, pour que le point d'appui reste bien le fond du clavier, que le poids soit donné directement au fond du clavier. Il faut faire attention effectivement à pas se servir de tuteur, parce que, enfin, en tout cas, effectivement, de point d'appui par rapport au clavier, parce qu'effectivement, après, une fois qu'on appuie la barre, on se retrouve complètement désaxé, et effectivement, c'est vraiment une aide et pas Я играю как? Я играю как? Про деньги вы что ли? Mais après, là, toute la difficulté, c'est d'arriver à justement allier la détente avec justement ce guide qui quand même réduit le mouvement de fait. Mais il faut dissocier toutes les étapes. Alors déjà, le principe, c'est de toujours essayer de rester en contact avec la barre, ce qui n'est pas facile au début. J'ai tendance à casser ou remonter mon poignet. Donc, essayer toujours de rester en contact, puis après penser à l'articulation de chaque note. Puis après, il y a aussi forcément le déplacement sur le clavier du poignet et de la main. Donc, c'est penser à tout ça en même temps. Voilà. Penser aussi à la détente. Après avoir joué une note, détendre le reste des doigts qui ne jouent pas et se replacer de façon naturelle. On a travaillé des questions de déplacement et on a pris cette petite étude. Ça me semblait un des points intéressants justement, où on a comme une empreinte d'accord qui se déplace latéralement et toute l'étude est basée là-dessus. Et justement avec le guide-main, ça me semblait être un des éléments vraiment intéressants. Vous voyez que quand
elle travaille ses déplacements d'accords comme ça. La main va se déplacer, elle peut faire des déplacements comme ça. Non, on a beaucoup ça chez Chopin, mais il n'y a pas de mouvement comme ça. Parce que ça donne une énorme stabilité. Peut-être que vous avez des commentaires là-dessus. Qu'est-ce que ça vous a amené dans le travail? La première fois qu'on a vu ça, si je me rappelle bien, mais je vous laisse parler. Vraiment une stabilité ouais, qu'on n'avait pas connue avant, quoi. Et une main solide, vraiment bien axée. Construite, plus construite, et puis une manière de déplacer, d'utiliser les déplacements latéraux et de garder une ligne latérale. Au début, je me rappelle, vous m'avez regardé que la est bien réalisable. Et petit à petit, on a étudié, on a travaillé toujours très lentement, en cherchant justement à comprendre, faire marcher la tête, et jamais mécanique, mais toujours on imagine, et on regarde ce qui se passe, une chose après l'autre, pour intégrer. Donc on a utilisé vraiment cet instrument jusqu'à présent de manière vraiment, j'allais dire très douce. C'est pas un instrument et on répète 100 fois la même chose. Donc c'était vraiment, et on a vu, même avec Maxime, qui me dit, mais quand on enlève, est-ce qu'on y arrivera encore? Et ça marchait. Hein. J'ai vu, on voyait déjà un grand progrès. L'autre chose qui était, par exemple, alors assez typique pour ce genre de choses, c'est le trait de tierce comme ça, que je leur ai demandé de travailler vraiment avec le poignet, hein, peut-être Cécilia, du poignet et de l'avant-bras, non, du poignet et des doigts, pardon, justement pas de l'avant-bras. Du poignet d'abord. Le toucher du poignet, c'était le cheval de bataille de Kalkbrenner, et c'est dans les années 25-30, les années 30, au moment où les pianos commencent à devenir beaucoup plus lourds que les marteaux, qu'on a des cordes plus épaisses que les marteaux, vont commander les pianos, on pourra avoir une ampleur de son plus importante, qu'on voit apparaître les techniques, notamment Moschles, qui dit, ben, les octaves, je les fais de l'avant-bras. Alors, ça fronte là et Kalkbrenner dit non, tout du poignet. Lui, il est 15-20 ans plus jeune, il est d'une école où les instruments étant tellement plus légers, c'était juste, bien sûr qu'on entrait dans l'instrument avec le bras, on entre toujours dans l'instrument avec le bras, mais on n'allait pas faire une suite d'octaves avec l'avant-bras, c'était beaucoup trop d'énergie pour ce que nécessaire pour l'instrument. Ça serait devenu trop vilain, ça aurait été trop brusqué l'instrument. Alors on essaye avec les doigts, ce que je leur ai demandé de faire la même chose, mais après de faire des développés, mais un staccato, rien qu'avec les doigts, les mêmes tierces. Mais voilà, essayez-le. En fait, c'est au niveau des. C'est même. Ah, d'accord, c'est vraiment là, oui, d'accord. Je croyais que c'était vraiment de la. Oui. Et puis regardez que vous soyez assis normalement, ni trop, ni trop bas. Bon, là, notre Liedman n'est encore pas parfait parce qu'il faudrait que cette partie soit plus basse pour qu'on puisse, avec la vis, après vous adapter, ou bien alors, mais on le fait avec le tabouret, mais l'idée. Alors, finalement, dans une des méthodes, il a été clair, dans une réédition qui a été à Genève, il a mis enfin en dessous que la barre doit se trouver au niveau des touches blanches. Mais c'était bien gardé de le dire avant un peu, d'accord. Dans toutes les éditions AGU, on a moins 3-4 dessins qu'on peut vous montrer. Alors, jusque-là, jusqu'à présent, c'est saute-mouton, vous êtes à ça de la barre. Vous n'avez pas remarqué? C'est-à-dire? Vous étiez toujours en dessus de la barre. Donc là, bon, elle ne sert pas à grand-chose. Elle n'est pas, c'est pas un obstacle par-dessus lequel on doit jouer. C'est l'idée de ça pourrait aussi. Mais c'est de rester vraiment. Hein, c'est de rester tout près. De rester près de la barre, quoi. C'est qu'une fois qu'on est entré au niveau du clavier, c'est pour ça qu'elle doit se trouver au niveau des touches blanches. C'est qu'une fois que vous êtes entré, c'est que vous n'avez plus besoin de bouger, c'est les doigts qui font le travail. D'accord. Donc ce que vous disiez au début, c'est de ne pas reposer dessus, mais de défleurer. Voilà. Voilà, c'est pour ça que je pense que. Si elle est trop basse, on peut la monter, mais je crois que. Alors, on monte là, on a 45,
baisser ça. Si c'est pas assez, on monte. Essayez. C'est pas trop beau que ça va. Oui, je suis pas sûr que c'est destiné à faire des pièces auxquelles j'ai pas lu, qui c'est pas destiné à travailler toutes des pièces, mais faire des exercices. C'est des exercices de notes tenues, des notes de répétition, des octaves du poignet, des tiers. C'est de déplacer comme ça, mais moi je voyais ça les premières fois. D'accord? On entend l'entrée du bras chaque fois. Donc vous devez vraiment, une fois que vous êtes entré, et puis de développer ça. Les réactions des étudiants étaient fascinantes. Certains étaient parfois provocateurs ou un peu piqués au vif, ou voulaient avoir des... C'est clair que toute nouveauté peut déstabiliser. Ce qui m'a aussi fasciné, c'était l'aspect... on peut arriver au même résultat par différents aspects. Le fait d'avoir beaucoup travaillé avec Sud Paris, je pensais... un passage qu'on a entendu, un élève là, qui jouait dans Mouvement et qui finalement avait certainement réduit ses mouvements de mains et de bras parce que jouant sans pédale et en voulant avoir plus de netteté, avait forcément dû aller vers quelque chose de plus précis dans des moments plus réduits. Et finalement, on arrive au même résultat. La découverte du guide-main, pour moi, c'était déjà quelque chose. C'est pas ça. Je crois que les étudiants avaient une longueur d'avance sur moi, en fait. Parce qu'ils avaient pu faire l'expérience d'un instrument dont moi j'ai entendu parler depuis longtemps, mais que dont j'avais jamais fait l'expérience. Et j'ai vu le compte rendu aussi que les étudiants m'ont fait et que j'ai trouvé assez juste parce que je comprends très bien qu'est-ce que ça représente pour un pianiste qui est habitué à jouer les instruments modernes, se retrouver à s'adapter à des instruments anciens et avec des techniques anciennes de jeu. C'est très déstabilisant et j'ai trouvé qu'il avait très bien réagi et très bien résumé la difficulté de la chose et le défi que ça représente. Quand je me retrouve à faire l'expérience de ça, on est en terrain inconnu et en adaptation complète parce que tout ce sur quoi on peut se fier, les réflexes qu'on a bâtis depuis des années qui fonctionnent, il faut s'en débarrasser. Alors on est tout occupés à cette activité d'éliminer les réflexes, les façons de penser naturelles. Alors on est... oui, c'était assez intéressant, surtout que c'est un instrument qui est chargé d'une histoire assez péjorative. Et parce que, bon, on sait, il y en a qui se sont fait mal avec des appareils du genre, mais on voit qu'en faisant un travail lent, qu'il y a vraiment pas de danger. Moi, j'étais content de découvrir ça. Mais ça demande une expérimentation, ça, c'est certain, pour faire le tour, pour voir vraiment quel bénéfice on peut tirer de ça. C'est très déstabilisant, en fait, une expérience comme telle, comme tu le dis, parce qu'en fait, évidemment, on se construit une certaine sécurité, on essaye, du moins, c'est pas un métier facile, on est toujours un peu sur la corde raide, alors il faut de tout d'un coup, de remettre en question des béquilles qu'on s'est construites, des manières de fonctionner, c'est très... Alors il y avait des réactions hier un peu provocatives, je dis oui mais j'ai pas besoin de ça, et peut-être qu'ils ont raison, je sais pas, c'est clair, on peut... Mais il y avait toutes les attitudes, puis c'est en même temps, ça touche à des points tellement de base, techniquement, que ça fait trembler les fondations en même temps. Pour moi, la difficulté, c'est d'éliminer les mouvements de rotation. Ça, c'était extrêmement difficile parce qu'on est complètement conditionné par aussitôt qu'on a un motif qui alterne, une note qui monte, qui descend, on fait la rotation. Et bon, il y a des études de Chopin qu'on ne peut pas imaginer sans rotation, 25 ans ou tout ça. Bon, on a ces réflexes-là parce que les pianistes se bâtissent un répertoire technique sur ces œuvres-là. Et ça, avec le guide-main, il faut pratiquement l'éliminer. Alors ça, c'est un grand problème. Et la deuxième difficulté, moi, je trouvais, c'était l'articulation de la première phalange, qui fonctionne très bien sur l'instrument moderne. Et quand on veut jouer beaucoup plus légèrement, les notes sont plus courtes et attaquées plus en surface.
C'est quelque chose qui est très efficace, mais ce n'est pas l'articulation de base. Éliminer ces deux choses-là, ça demande une attention particulière. Pour les musiciens virtuoses du jeu perlé, Debussy, c'était le diable. Au tournant du siècle, le compositeur avait délibérément construit son esthétique du clavier contre l'ancienne technique. Dans sa musique, il n'était plus question de détailler le son. La pédale que Saint-Saëns utilisait avec tant de parcimonie était désormais reine. Alors, pour ce qui est de ce style, on va dire, qui peut apparenter un style, on va dire, harmonique, au sens où c'est des colonnes de vibration qui sont mises en place, et peut-être qu'on va phraser entre ces colonnes de vibration, il est vrai que Debussy utilise la pédale pour former des grands groupes de résonance. Et le plus remarquable, c'est peut-être le tout début de ce grand cahier, on va dire, virtuose à Debussy, que sont les deux cahiers d'images. Et donc, Reflet dans l'eau, on me propose de mettre en vibration toutes les notes de la tonalité de Ré bémol majeur en 2 mesures et de les laisser résonner. Alors, c'est vrai que si on le fait de manière un petit peu comme ça, linéaire, je les joue, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, rien n'y met en perspective. En 2 mesures, Debussy va jouer donc toutes les notes de la gamme, va les laisser résonner. Eh bien, ça va sembler différent, ça va être logique, ça va peut-être ressembler presque à une cadence. Bref, on va entendre autre chose. Il semblerait que Debussy demande de jouer des notes qui exposent une harmonie et des notes qui se cachent dans l'ombre de cette harmonie qui a déjà été exposée. Ça, c'est un exemple donc typique d'une harmonie jouée ici, commentée, non pas enrichie, mais simplement commentée. En fait, c'est une... En anglais, c'est facile de dire afterthought, une pensée après. Et disons, c'est une manière de faire de la musique à l'envers. Donc de ne pas anticiper, mais d'écouter quelque chose qui vient de se passer.